L'hypophyse est une glande endocrine qui appartient au système endocrinien, responsable de la sécrétion de plusieurs hormones en régulant alors une large gamme de fonctions biologiques et métaboliques à l'intérieur du corps humain par le contrôle de plusieurs glandes endocrines cibles, comme par exemple la thyroïde, la surrénale, les gonades. Cette glande travaille sous contrôle d'une autre glande appelée l'hypothalamus, constituant un système neuro-endocrinien, ou bien le système hypothalamo-hypophysien. Mais pourquoi on a parlé d'un système neuro-endocrinien? Pourquoi neuro-endocrinien? Pour bien comprendre pourquoi neuro-endocrinien, il faut parler de l'hypothalamus. L'hypothalamus est une structure du système nerveux central qui est située sur la face ventrale de l'encéphale, juste derrière le chiasma optique. Elle est constituée de plusieurs sous-structures appelées noyaux. Ces noyaux sont des ensembles anatomiquement indépendants des neurones et qui assurent des diverses fonctions. L'une des fonctions les plus importantes, c'est de réaliser un lien, une liaison entre le système nerveux et le système endocrinien. Un carrefour entre le système nerveux et le système endocrinien. Ce lien et ce carrefour se fait anatomiquement et fonctionnellement et d'une façon étroite entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Et c'est pour ça qu'on a parlé d'un système neuro-endocrinien. La partie neuro va être présentée par l'hypothalamus, c'est le centre nerveux de commande, de stimulation, de régulation. Et la partie endocrinienne va être présentée par l'hypophyse. C'est le centre de réalisation des commandes nerveuses de l'hypothalamus. Ce qui rend alors l'hypothalamus un organe magnifique et unique du corps. La glande hypophysaire est un organe impair. Il y en a une seule glande hypophysaire. Il est médian dans sa localisation. Il est situé juste dans la selle turcique. Et la selle turcique, c'est la structure osseuse de l'os sphénoïde qui est située à la base du cerveau. Donc, c'est un organe impair. Il est médian, se situe dans la selle turcique de l'os sphénoïde. Il est de forme ovoïde et aplati. Donc, vraiment, il est petit de taille, de 1 cm de diamètre à peu près et 1 cm d'épaisseur. Et il est relié à la glande hypothalamique par la tige pituitaire à la base du cerveau. Cette glande présente à décrire 2 lobes, un lobe antérieur et un lobe postérieur, avec la présence d'une troisième partie intermédiaire. Les 3 sont des parties d'origine embryonnaire différentes. Pour la partie antérieure, appelée adéno-hypophyse, adéno c'est pour antérieur et l'hypophyse pour la glande. Cette partie antérieure est constituée anatomiquement de 3 parties. Il y en a le lobe antérieur, le lobe intermédiaire et le lobe tubaire. Cette partie, il s'agit vraiment d'une véritable glande sécrétante. Elle est composée histologiquement des cellules qui sont hormonosécrétrices. C'est un vrai tissu glandulaire de sécrétion. Elle sécrète des hormones propres à elle. Elle arrive à sécréter des hormones. C'est un tissu glandulaire de sécrétion. Le lobe antérieur de l'adéno-hypophyse est la plus grande partie. C'est l'assemblage de 3 composantes. Il y en a les cellules sécrétrices, dispersées en cordon et disposées sans ordre, sont des cellules hormonogènes, c'est-à-dire qui sécrètent des hormones, avec bien sûr un tissu conjonctif de soutien et avec la présence des capillaires fenêtrés. Pour les cellules sécrétrices hormonogènes, présentées sous forme d'un tissu épithélial endocrine qui fabrique alors et stocke des hormones. Après,
il va les libérer d'une façon cyclique, rythmique, même pulsative dans le plexus capillaire secondaire sous le contrôle toujours de l'hypothalamus. Ce qui explique pourquoi elle est composée de capillaires fenêtrés. Il y en a des cellules qui vont sécréter des hormones, ce qu'on appelle les cellules hormonogènes, sécrétrices. Bien sûr, avec la présence d'une membrane basale qui les sépare de tissus conjonctifs de soutien et la présence des capillaires fenêtrés. C'est le lieu de libération des hormones. Alors, ce tissu épithélial contient 3 types de cellules sécrétrices. Tout dépend de la coloration de ces cellules à la microscopie. Il y en a des cellules acidophiles, basophiles et chromophobes. Les cellules acidophiles qui se trouvent dans la périphérie de la glande, toujours disposées sans ordre, et qui prennent une coloration acide à la microscopie. Par contre, les cellules basophiles, c'est carrément le contraire, sont des cellules situées dans le centre de la glande, dans la zone médiane, toujours disposées sans ordre, et qui présentent une coloration basique à la microscopie. Et enfin, il y en a les cellules chromophobes. Pourquoi chromophobes? Parce que ce sont des cellules qui, leur cytoplasme ne se colore pas à la microscopie. Ça donne aucune coloration. Et parce que ce sont des cellules qui sont vides des hormones. Alors, pour les cellules acidophiles, en nombre de 2, c'est les cellules somatotropes, responsables de la sécrétion de l'hormone de croissance, la GH, Growth Hormone, et les cellules lactotropes, responsables de la sécrétion de la prolactine. Le reste vont être des cellules basophiles, à savoir les cellules opiocorticotropes, responsables de la sécrétion de la POMC, les cellules thyriotropes, responsables de la sécrétion de la TSH, et enfin les cellules gonadotropes, responsables de la sécrétion de la FSH et de la LH. Pour les cellules somatotropes, responsables de la sécrétion de la GH, Growth Hormone, ou bien c'est la même chose, GH, ou bien somatotropine, STH, sont des cellules volumineuses et qui représentent 50% des cellules. Ce sont des cellules donc majoritaires dans le tissu épithélial. Les cellules lactotropes représentent juste 10 à 30% des cellules responsables de la sécrétion de la prolactine, est caractérisée par la richesse en lysosomes dans le cytoplasme. Ce sont des cellules qui se varient en pourcentage par rapport à l'état physiologique et en suivant le rôle physiologique en fait du prolactine. Donc, le prolactine va se majorer par leur rôle donc dans la gestation et l'allaitement. Et donc, ces cellules vont être nombreuses au cours de la gestation et au cours de l'allaitement. En revanche, sont des cellules difficiles à observer chez la nullipare, c'est-à-dire chez la femme qui n'a jamais vécu d'une grossesse ou bien de l'allaitement, et en même temps chez l'homme. En suivant le rôle vraiment physiologique du prolactine, tout dépend de la situation physiologique du corps humain qui va être responsable de l'observation ou pas de ces cellules lactotropes. Pour les cellules basophiles, il y en a les cellules opiocorticotropes qui représentent 10% des cellules. Certes, c'est un pourcentage un petit peu moins par rapport aux cellules acidophiles, mais les cellules opiocorticotropes sont les cellules les plus volumineuses. Pourquoi sont des cellules trop volumineuses? Parce que déjà, elles sécrètent une glycoprotéine de longue chaîne d'acides aminés. C'est une glycoprotéine polypeptidique, ce qu'on appelle POMC, la pro-opiomelanocortine. Cette pro-opiomelanocortine, la POMC, c'est une molécule mère qui va être scindée par la suite en plusieurs polypeptides, à savoir la CTH, bêta-LPH, bêta-lipoprotéine, et même de la MSH, Melanocyte Stimulation Hormone, qui vont être détaillées par la suite. Après ça, il y en a les cellules thyriotropes, qui représentent juste 5% des cellules sécrétrices
et sont des cellules les moins nombreuses et les plus dispersées. Ce sont des cellules qui élaborent la TSH, la Thyroid Stimulation Hormone, c'est-à-dire l'hormone responsable de la stimulation de la glande thyroïde. Et enfin, il y en a les cellules gonadotropes qui représentent 20% des cellules du total, responsables de la sécrétion de la FSH, Follicular Stimulation Hormone, l'hormone responsable de la stimulation des follicules, et de la LH, c'est l'hormone lutéinisante, responsable de la stimulation des gorges. Il faut savoir que 80% des cellules gonadotropes élaborent la FSH et la LH, les deux à la fois, alors que les 20% restantes élaborent l'une des deux, soit la FSH, soit la LH. Notez bien que même au niveau du lobe tubaire, on peut retrouver la présence de quelques cellules gonadotropes élaborant la FSH et la LH. Donc c'est ça au total. Cellules acidophiles, à savoir somatotropes responsables de la sécrétion de la GH, lactotropes responsables de la sécrétion de prolactine. Pour les basophiles, les cellules opiocorticotropes responsables de la sécrétion de la PAMC qui va donner par la suite la CTH, bêta-LPH et la MSH. Les cellules thyriotropes responsables de la sécrétion de la TSH et enfin les cellules gonadotropes responsables de la sécrétion de la FSH et du LH. Pour le lobe intermédiaire, ou bien ce qu'on appelle le lobe cystiforme. Pourquoi? Parce que tout simplement, il s'agit d'une bande vraiment étroite, très réduite en taille, et qui donne naissance à une zone pauvre en cellules. Il y en a peu de cellules à l'intérieur et sans aucun prolongement. Et par conséquent, elle sera alors une partie qui peut vasculariser par rapport aux autres parties. Mais elle est richement innervée et elle sépare le lobe antérieur du lobe postérieur. Ces cellules sont beaucoup plus des cellules mélanotropes élaborant la MSH, Melanocyte Stimulation Hormone, l'hormone responsable de la stimulation des mélanocytes. Et enfin, la dernière partie, c'est une partie négligeable, c'est le lobe tubaire, qui est riche en tissu conjonctif, en vaisseaux sanguins, et il est beaucoup plus destiné au lobe antérieur. Donc, ça fait beaucoup plus partie du lobe antérieur, considéré comme une partie du lobe antérieur d'ailleurs, et qui contient quelques cellules gonadotropes. Donc, c'est ça, la constitution histoanatomique de l'adéno-hypophyse. Elle est constituée beaucoup plus, la plus grande partie, c'est le lobe antérieur, le lobe intermédiaire et le lobe tubaire. Pour le lobe antérieur, constitué de 3 composantes, les cellules hormonogènes, qui vont sécréter des hormones, un nombre de 5 cellules. Après ça, le lobe intermédiaire, qui va sécréter beaucoup plus la MSH, et enfin le lobe tubaire, pour sécréter les cellules gonadotropes, et c'est une partie beaucoup plus destinée au lobe antérieur. Pour la partie postérieure, appelée la neurohypophyse, il ne s'agit pas vraiment d'un véritable tissu glandulaire qui va sécréter ses propres hormones. En général, ce lobe postérieur, appelé neurohypophyse, est formé de 2 parties. Il y en a l'infundibulum, c'est la partie qui vient de relier l'hypothalamus à l'hypophyse. Constituée de 2 parties, se forme d'un entonnoir, il y en a la tige pituitaire et l'éminence médiane. La deuxième partie, c'est le lobe neuronal. Pour le lobe neuronal, déjà c'est du neuro, et c'est vraiment le cas. C'est un tissu nerveux, constitué d'ailleurs des gliocytes et des neurofibres, dépendant de l'hypothalamus. Ce n'est pas un tissu glandulaire qui va sécréter ses propres hormones, mais c'est beaucoup plus le lieu de stockage de 2 neuropeptides qui sont hypothalamiques. C'est-à-dire, le lobe neuronal, c'est juste le site de stockage et le site de libération des neuropeptides de l'hypothalamus qui sont déjà préfabriqués. Parce qu'au vrai, ce lobe-là, il s'agit des axones des cellules neuroendocrines de l'hypothalamus. Exactement, les noyaux supraoptiques et les noyaux paraventriculaires. Dans les terminaisons de ces axones
sont des régions dilatées qui sont remplies de produits de sécrétion qui sont déjà préfabriqués et stockés. Il s'agit des granules, appelés les corps de Hering. Ces neuropeptides sont au nombre de deux. Il y en a l'hormone antidiurétique, l'ADH, et il y en a l'ocytocine, qui vont être sécrétés par exocytose dans les capillaires fenêtrés qui viennent entourer les axones. Et bien sûr, ce processus va être sous le contrôle de stimulus nerveux. Donc c'est ça. La neurohypophyse, ce n'est pas un tissu sécrétant. Ce n'est pas le cas comme l'adénohypophyse, mais c'est beaucoup plus le lieu de stockage et de libération des neuropeptides au nombre de deux, l'ADH et l'ocytocine, qui sont déjà hypothalamiques, qui sont préfabriqués dans les noyaux épithalamiques, surtout noyaux supraoptiques et paraventriculaires. Et les terminaisons nerveuses de ces axones contiennent des régions, des granules, ce qu'on appelle les corps de Hering, qui vont stocker les hormones à l'intérieur et qui vont être libérées par la suite dans les capillaires fenêtrés qui les entourent. Donc, au total, c'est ça pour le lobe postérieur, la neurohypophyse. Il y en a l'infondibulus, formé de l'imminence médiane et la tige pituitaire qui vient de relier l'hypophyse à l'hypothalamus et constitué de tissus nerveux dépendant de l'hypothalamus appelé le lobe neuronal. Le lobe neuronal qui contient deux neuropeptides hypothalamiques préfabriqués et stockés au niveau du corps de Hering, capables à être sécrétés sous le contrôle de stimulus nerveux par exocytose bien sûr, dans les capillaires fenêtrés qui entourent ces axes. Exactement, les noyaux supraoptiques et paraventriculaires de l'hypothalamus. Pour la vascularisation de la glande hypophysaire, il faut savoir que la vascularisation de cette glande assure le couplage de deux composantes, la composante nerveuse et la composante endovasculaire. C'est toujours le complexe hypothalamo-hypophysaire, c'est le système neuro-endocrinien. C'est-à-dire, comme tous les organes à l'intérieur de l'organisme, il y en a une vascularisation assurée par des artères et des veines. Les artères qui vont ramener le sang riche en oxygène, riche en nutriments, et les veines vont débarrasser l'organe de déchets et de dioxyde du carbone, tout ce qui est toxique. Et ça va être pareil pour la glande hypophysaire. Il y en a des artères hypophysaires, il y en a les veines hypophysaires. Pour les artères hypophysaires, sont des branches de l'artère carotide interne, au nombre de 4. Il y en a 2 artères hypophysaires supérieures et 2 artères hypophysaires inférieures. Les 2 artères hypophysaires supérieures vont vasculariser l'adénohypophyse, c'est-à-dire la partie antérieure de la glande, avec la tige pituitaire. Et les 2 artères inférieures vont vasculariser le reste, c'est-à-dire la neurohypophyse. Donc, 2 supérieures pour la partie antérieure de la glande avec la tige pituitaire et 2 inférieures pour la partie postérieure de la glande, pour la neurohypophyse. Et ces 4 artères vont s'anastomoser et bien sûr leur sang va être drainé par les veines hypophysaires. Alors, pour l'adénohypophyse, le drainage veineux va former un système porte, ce qu'on appelle le système hypophysaire porte. C'est un système qui va rendre la partie antérieure avec la tige pituitaire une partie hypervascularisée. Et c'est nécessaire pour la sécrétion des hormones. C'est un vrai tissu glandulaire responsable de la sécrétion des hormones. Lorsqu'on parle des hormones, on parle de l'endocrino. Endocrino, c'est à l'intérieur, c'est-à-dire ils vont être libérés dans le milieu interne, c'est-à-dire dans le sang. Et ça nécessite la présence d'une vascularisation vraiment riche qui assure ça. Il y en a un minimum 5 types de cellules et un minimum 9 hormones nécessaires dans la sécrétion. Pour les veines hypophysaires de la partie postérieure de la neurohypophyse, le drainage veineux se fait directement dans les sinus veineux du crâne. C'est-à-dire, pour résumer le tout, pour la partie antérieure de la glande, l'adénohypophyse, il y en a l'artère hypophysaire supérieure. Supérieure, c'est parce que déjà, elle se trouve aux alentours de la partie inférieure de l'hypothalamus, c'est-à-dire au niveau de la partie antérieure de la glande hypophysaire.
Donc, c'est pour ça qu'elle est supérieure, dans la partie supérieure de la glande hypophysaire. Cette artère hypophysaire supérieure en nombre de 2 va former un plexus primaire, ce qu'on appelle le plexus capillaire primaire infundibulaire, c'est-à-dire au niveau de la partie inférieure de l'hypothalamus. Après ça, il y en a les veines portes, le système porte, qui va relier les artères hypophysaires supérieures et le plexus capillaire primaire avec le plexus capillaire secondaire. C'est-à-dire qu'il y en a les capillaires supérieurs, les deux supérieurs vont former le plexus capillaire primaire qui va être relié directement avec le plexus capillaire secondaire dans le lobe antérieur par les veines portes pour former la circulation portale hypothalamo-hypophysaire, pour relier directement l'hypothalamus à l'hypophyse par un lien vasculaire, ce qui est hyper important parce que par ce réseau porte vasculaire, les hormones de l'hypothalamus à forte concentration arrivent directement à l'hypophyse, soit pour la stimuler, soit pour l'inhiber, pour sécréter ou non pas sécréter des hormones. Et les hormones hypophysaires qui vont être sécrétées en réponse de la stimulation, bien l'inhibition hypothalamique, vont être véhiculées pour être libérées dans la circulation qui entoure l'hypophyse. Donc c'est ça. Il y en a un plexus capillaire primaire dans la partie inférieure de l'hypothalamus, formé déjà des artères hypophysaires supérieures, et qui va être directement relié au plexus capillaire secondaire autour de l'hypophyse par le système porte. En formant alors la circulation porte hypothalamo-hypophysaire nécessaire pour la communication entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Contrairement au système porte de l'adénohypophyse, le réseau capillaire de la neurohypophyse est classique. Il est de type artère-veine. Ça se fait déjà via les artères hypophysaires inférieures, permettant aux hormones post-hypophysaires de se diffuser. Parce que les hormones post-hypophysaires sont véhiculées le long des axons pour être stockées dans le lobe postérieur avant d'être libérées dans la circulation dans le réseau capillaire artério-veineux qui vient d'entourer la neurohypophyse, qui est constituée par les artères inférieures hypophysaires et le retour veineux, ça fait directement dans les veines hypophysaires, après ça dans les sinus du crâne. Il faut savoir quand même que ça existe une communication entre le réseau capillaire de l'adénohypophyse et la neurohypophyse. Il y en a quelques anastomoses entre les réseaux capillaires voisins. Et pour le système porte hypothalamo-hypophysaire, bien sûr, c'est l'hypophyse qui est sous la commande de l'hypothalamus. C'est-à-dire que c'est l'hypothalamus qui va donner les ordres par rapport à l'hypophyse. Donc, la communication et le trajet de communication vasculaire va être un trajet descendant de l'hypothalamus en haut vers l'hypophyse en bas. C'est-à-dire que le sang se transporte dans le sens descendant de l'hypothalamus vers l'hypophyse. Mais quand même, il existe quelques vaisseaux qui se dirigent du lobe antérieur vers l'imminence médiane. C'est-à-dire, il y en a un trajet minime dans le sens ascendant de l'hypophyse vers l'hypothalamus, de l'aube antérieure vers l'imminence médiane.